Quand Victoria Beaumont, 32 ans, héritière du garage de voitures de luxe le plus prestigieux de Paris, regarda avec mépris l'homme au balai à la main et lui ordonna de nettoyer l'huile répandue sous sa Ferrari, elle ne pouvait pas imaginer que cet agent d'entretien en uniforme bleu et casquette cachait un secret qui changerait à jamais le destin de son entreprise et de son cœur. Marc Dufresne, 28 ans, ancien mécanicien spécialisé dans les moteurs haute performance, avait tout perdu 6 mois auparavant. Son travail, sa réputation, sa dignité. Accusé injustement d'un vol qu'il n'avait jamais commis, il avait été contraint d'accepter le seul emploi qu'il avait trouvé, balayer les sols du garage où il aurait pu être le meilleur technicien. Mais ce matin-là, quand le moteur d'une Lamborghini à 800 000 € refusa de démarrer devant un client furieux et qu'aucun des mécaniciens qualifiés ne réussit à trouver le problème, Marc fit quelque chose que personne n'attendait. Et à partir de ce moment, plus rien ne fut comme avant. Si tu es prêt pour cette histoire, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Le garage Beaumont brillait sous le soleil de septembre, comme un temple dédié à la vitesse et au luxe. Situé dans le 16e arrondissement de Paris, il occupait un bâtiment de verre et d'acier qui ressemblait plus à un musée d'art contemporain qu'à un garage automobile. À l'intérieur, sous des lumières parfaitement calibrées, reposaient quelques-unes des voitures les plus chères du monde. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche. Chaque véhicule valait plus que ce que la plupart des gens gagneraient en toute une vie. C'était le garage où les riches de Paris amenaient leurs bijoux sur roue, où une révision coûtait autant que le loyer mensuel d'un appartement dans le Marais, où les mécaniciens portaient des gants blancs pour ne pas laisser d'empreintes sur les carrosseries brillantes. Une institution fondée 40 ans plus tôt par Robert Beaumont, un génie de la mécanique qui avait transformé un petit garage de quartier en un empire du secteur automobile de luxe. Robert était mort 2 ans auparavant, laissant l'entreprise à sa fille Victoria, une femme aussi belle qu'impitoyable en affaires. Cheveux châtains tombant en ondulations parfaites sur ses épaules, yeux verts qui semblaient calculer la valeur de tout ce qu'il regardait, toujours vêtu de tailleur de créateur qui coûtait plus que le salaire mensuel de ses employés. Victoria avait étudié l'économie à HEC Paris, avait fait un master à Londres, parlait 4 langues. Mais des moteurs, elle n'y comprenait rien, et ça ne l'intéressait pas d'apprendre. Pour elle, le garage était un investissement, un nom prestigieux à maintenir, une source de revenus qui lui permettait de vivre la vie qu'elle estimait méritée. Les clients étaient des chiffres sur une feuille de calcul, les employés des ressources à optimiser, les automobiles des objets à réparer le plus vite possible pour maximiser le profit. Elle n'avait jamais sali ses mains soignées avec de l'huile moteur, n'avait jamais ressenti le rugissement d'un V12 comme de la musique, n'avait jamais compris pourquoi son père passait des heures à parler avec les mécaniciens, comme s'ils étaient des amis plutôt que des subordonnés. Ce matin de septembre, Victoria était arrivée au garage avec son retard calculé habituel, celui qui lui permettait de faire une entrée digne d'une reine. Talons hauts, résonnant sur le sol poli, sac de marque oscillant au rythme de ses pas, lunettes de soleil cachant l'expression ennuyée qu'elle réservait à cet endroit, qu'elle considérait en dessous de son niveau. Ce fut alors qu'elle le vit pour la première fois. Un homme jeune, peut-être moins de 30 ans, balayait le sol près de la zone de travail principale. Il portait un uniforme bleu délavé, une casquette de la même couleur cachant des cheveux sombres, des chaussures de travail usées. Il tenait le balai avec une familiarité qui suggérait des semaines de pratique, les yeux baissés, la posture de quelqu'un qui a appris à se rendre invisible. Victoria le regarda avec la même attention qu'elle aurait accordée à un meuble mal placé. Elle ne se souvenait pas de l'avoir vu avant, mais elle ne se souciait pas non plus de connaître le personnel de service. C'était le travail de la responsable des ressources humaines, une femme efficace nommée Claire, qui s'occupait de toutes les questions que Victoria considérait trop banales pour son temps. Elle se dirigeait vers son bureau quand elle remarqua une tache d'huile sur le sol, juste sur le chemin qu'elle devait emprunter. Elle s'arrêta net, le dégoût évident sur son visage, et d'une voix tranchante ordonna à l'agent d'entretien de venir immédiatement nettoyer ce désastre avant qu'elle ne ruine ses chaussures à 800 €.
L'homme leva le regard un instant, juste un instant, et Victoria vit quelque chose dans ses yeux sombres qui la fit hésiter. Ce n'était pas la soumission qu'elle attendait, pas la peur que les employés montraient habituellement devant elle. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait presque à une flamme contenue, une dignité qui refusait de plier malgré les circonstances. Mais l'instant passa. L'homme baissa le regard, murmura des excuses à peine audibles, et se hâta de nettoyer la tâche, avec un chiffon qu'il sortit de sa poche. Victoria le dépassa sans un autre mot, les talons reprenant leur rythme impérieux sur le sol maintenant propre. Elle ne savait rien de cet homme. Elle ne savait pas qu'il s'appelait Marc Dufresne, que 6 mois plus tôt, il avait été le mécanicien le plus prometteur d'un garage concurrent à Lyon, qu'il avait un talent naturel pour les moteurs qui frôlaient le génie. Elle ne savait pas qu'il avait été accusé d'avoir volé des pièces de rechange pour une valeur de 50 000 €, qu'il avait perdu son travail et sa réputation sur la base de preuves falsifiées, qu'il avait passé des mois à chercher du travail dans tous les garages du nord de la France pour se voir fermer la porte au nez dès que les employeurs potentiels vérifiaient ses références. Elle ne savait pas que Marc avait une mère malade dans une maison de retraite à Toulouse, que chaque mois il devait payer une pension qui engloutissait presque tout ce qu'il gagnait, qu'il avait accepté ce travail humiliant parce que c'était le seul qui ne demandait pas de référence, le seul qui lui permettait de survivre en cherchant un moyen de prouver son innocence. Et surtout, Victoria Beaumont ne savait pas que cet après-midi, dans ce même garage, quelque chose allait se produire qui changerait tout. L'après-midi apporta un problème imprévu. Une Lamborghini Aventador SVJ à 800 000 €, propriété de M. Richard Fontaine, l'un des entrepreneurs les plus influents de Paris, refusait de démarrer après une révision de routine. Philippe, le chef mécanicien, avait passé 1 heure à vérifier chaque système. Les autres mécaniciens s'étaient relayés sous le capot sans succès. Le diagnostic ne détectait aucune erreur, la batterie était chargée, mais le V12 de 770 chevaux restait muet. M. Fontaine menaçait d'emmener la voiture à la concurrence et de détruire la réputation du garage. Victoria, appelée pour gérer la crise, promettait des solutions qu'elle n'avait pas. Perdre un client comme Fontaine signifiait en perdre des dizaines d'autres. Ce fut alors que Marc, qui nettoyait la zone adjacente, fit quelque chose d'impensable. Il s'approcha de la Lamborghini et demanda à jeter un œil au moteur. Philippe rit, incrédule. Les mécaniciens échangèrent des regards amusés. Mais Fontaine, désespéré, dit de le laisser essayer. Marc s'approcha du moteur avec une intensité qui contredisait son rôle. Ses mains se déplacèrent avec assurance vers un petit connecteur caché derrière un faisceau de câbles, presque invisible si on ne savait pas où regarder. Après moins de 3 minutes, il dit d'essayer de démarrer. Philippe tourna la clé. Le V12 prit vie avec un rugissement qui fit trembler les vitres. Fontaine applaudit. Philippe resta bouche bée. Marc expliqua un micro-relais desserré, un problème rare qu'il avait déjà vu sur une autre Aventador à Lyon. Victoria le fixait comme si elle le voyait pour la première fois. Qui était vraiment cet homme, et pourquoi balayait-il les sols de son garage? Ce soir-là, Victoria convoqua Marc dans son bureau. Il entra encore avec son uniforme d'agent d'entretien, mais ses yeux n'étaient plus baissés. Il y avait une nouvelle lumière en eux, peut-être l'espoir, peut-être la fatigue de quelqu'un qui a caché qui il est pendant trop longtemps. Victoria voulait tout savoir. Et Marc, pour la première fois en 6 mois, raconta son histoire. Il parla de son enfance à Toulouse, fils d'un mécanicien qui lui avait appris à aimer les moteurs, des années d'apprentissage, de la passion qui avait fait de lui l'un des mécaniciens les plus demandés pour les voitures haute performance. Puis, il parla de la chute, de l'accusation d'avoir volé des pièces de rechange, des preuves apparues de nulle part, registres modifiés, témoignages falsifiés, caméras montrant quelqu'un de sa corpulence. Derrière tout cela, il y avait David, un collègue jaloux qui avait orchestré sa ruine pour prendre sa place. Personne n'avait voulu écouter sa version. La réputation détruite, aucun garage ne l'embauchait plus. Il avait accepté le seul emploi qui ne demandait pas de référence, balayer les sols.
Victoria l'écouta en silence. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle prit son téléphone et appela son avocat, ordonnant d'enquêter sur David. Des recherches approfondies, sans regarder à la dépense. Marc la regarda avec surprise et gratitude. Personne n'avait cru en lui suffisamment pour faire quelque chose de concret. Victoria n'expliqua pas pourquoi elle faisait cela. Peut-être était-ce l'instinct des affaires. Peut-être quelque chose d'autre qui avait à voir avec ses yeux sombres qui refusaient de plier. Il y avait aussi une autre raison. Le garage Beaumont était en difficulté. Bénéfices en baisse, clients insatisfaits, mécaniciens qui n'arrivaient plus à suivre le rythme de la technologie moderne. Elle avait hérité d'un nom prestigieux, mais pas des compétences pour le maintenir vivant. Et Marc Dufresne possédait ces compétences. Cette nuit-là, Victoria prit une décision qui allait tout changer. 2 semaines plus tard, les résultats de l'enquête confirmèrent tout ce que Marc avait raconté. L'avocat de Victoria avait trouvé des preuves accablantes. Des emails effacés mais récupérés, des témoins qui se rétractaient, même un aveu partiel de David confronté aux preuves. Marc Dufresne était totalement innocent, victime d'une conspiration orchestrée par un collègue jaloux. La nouvelle se répandit rapidement dans le secteur. Le garage de Lyon fut contraint de s'excuser publiquement. David fut licencié et poursuivi en justice. La réputation de Marc fut officiellement réhabilitée. Mais il ne retourna pas à Lyon. Il n'y avait plus rien pour lui là-bas. Seulement des souvenirs amers et des collègues qui l'avaient abandonné quand il en avait le plus besoin. Il resta à Paris, au garage Beaumont, mais plus comme agent d'entretien. Victoria lui offrit le poste de mécanicien spécialisé avec un salaire 3 fois supérieur à ce qu'il gagnait avant. Marc accepta, mais posa à son tour des conditions. Tu aimes cette histoire, Macquois? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Il voulait pouvoir former les autres mécaniciens, mettre à jour les procédures, introduire de nouvelles techniques de diagnostic. Il ne voulait pas être seulement un employé, il voulait faire partie de la solution aux problèmes qu'il avait vus pendant les semaines passées à observer en balayant les sols. Victoria, surprise par son audace mais impressionnée par sa vision, accepta. Les mois qui suivirent virent une transformation que personne n'aurait cru possible. Marc travaillait comme un forcené, arrivant à l'aube et partant tard dans la nuit. Il réparait les voitures les plus complexes avec une facilité qui laissait ses collègues bouche bée, mais consacrait aussi des heures à enseigner, à expliquer, à partager ses connaissances avec quiconque voulait apprendre. Philippe, initialement amer d'avoir été dépassé par celui qu'il considérait comme un parvenu, finit par devenir l'un de ses plus grands défenseurs. Marc ne cherchait pas à l'humilier ni à le remplacer, il cherchait à le faire grandir. Il le traitait avec le respect dû à son expérience, mais le poussait aussi à se mettre à jour, à ne pas se contenter de ce qu'il savait déjà. Les clients commencèrent à remarquer la différence. Les réparations étaient plus rapides, plus précises, les problèmes résolus du premier coup au lieu de semaines de tentatives. Le bouche à oreille se répandit, et bientôt, le garage Beaumont avait une liste d'attente de clients qui ne voulaient que Marc Dufresne pour travailler sur leur voiture. Mais le changement le plus surprenant se produisit chez Victoria. La femme qui avait toujours vu le garage comme un simple investissement commença à passer de plus en plus de temps parmi les voitures et les mécaniciens. Au début, elle se disait que c'était pour superviser, pour s'assurer que son argent était bien utilisé. Mais la vérité était autre. Elle était fascinée par Marc, par sa passion, par son dévouement, par la façon dont il parlait des moteurs, comme s'ils étaient des créatures vivantes. Elle commença à lui poser des questions, d'abord techniques, puis personnelles. Elle découvrit qu'il rendait visite à sa mère chaque week-end à Toulouse, qu'il lisait des romans policiers le soir avant de dormir, qu'il rêvait d'ouvrir un jour son propre garage où il donnerait du travail à de jeunes mécaniciens talentueux mais sans opportunité. Marc, de son côté, découvrit que derrière la façade froide de Victoria se cachait une femme insécure qui avait toujours vécu dans l'ombre d'un père légendaire, qui avait peur de ne pas être à la hauteur, qui s'était construit une armure d'arrogance pour cacher ses vulnérabilités. Ce ne fut pas un coup de foudre, ce fut quelque chose de plus lent, de plus profond, une connexion qui se construisit jour après jour,
conversation après conversation, regard après regard. Aucun des deux ne voulait l'admettre, aucun des deux n'osait faire le premier pas. L'écart social entre eux semblait un abîme infranchissable. Elle l'héritière, lui l'ancien agent d'entretien. Le monde ne comprendrait jamais. Mais le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ce fut une nuit de décembre, avec Paris couverte de neige et le garage éclairé seulement par les lumières du sapin de Noël que les mécaniciens avaient installé dans un coin, que tout changea. Tout le monde était parti en vacances. Seul Marc était resté, il voulait terminer un travail sur une Ferrari d'époque qui l'avait obsédé pendant des semaines. C'était une restauration complexe, un moteur des années 70 qui demandait patience et amour. Le genre de travail qu'on ne peut pas faire dans la précipitation, le genre de travail que Marc aimait plus que tout. Il ne s'attendait pas à avoir de la compagnie. Mais peu après 20 heures, la porte du garage s'ouvrit et Victoria entra, couverte de flocons de neige, un sac isotherme à la main et une expression qu'il ne lui avait jamais vue. Elle semblait nerveuse, presque vulnérable, si différente de la femme de glace qu'il avait connue des mois plus tôt. Elle dit qu'elle avait pensé qu'il pourrait avoir faim, qu'elle savait qu'il ne quitterait pas le travail pour aller manger, qu'elle avait apporté quelque chose du restaurant du coin. C'était une excuse transparente, tous deux le savaient, mais aucun des deux ne le dit. Ils mangèrent assis sur le capot d'une Maserati, en attente de réparation, parlant de tout et de rien. Victoria avoua que c'était la première fois de sa vie qu'elle passait le réveillon de Noël dans un garage au lieu d'une fête mondaine. Marc avoua qu'il ne fêtait plus Noël depuis que sa mère avait commencé à ne plus le reconnaître, que la maladie lui avait enlevé les souvenirs en même temps que la joie. Ils parlèrent de leur père, tous deux perdus de manière différente. Du père de Victoria, mort soudainement, lui laissant un empire qu'elle ne savait pas comment gérer. Du père de Marc, qui l'avait élevé seul après que sa mère les avait abandonnés, qui lui avait tout appris avant qu'un cancer ne l'emporte trop tôt. Quelque part dehors, les cloches d'une église sonnaient minuit. C'était Noël. Le garage était silencieux, enveloppé dans une atmosphère qui semblait suspendue dans le temps, loin du monde réel avec ses règles et ses divisions. Marc ne sut jamais qui bougea le premier. Peut-être lui, peut-être elle, peut-être était-ce simplement inévitable. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui avait le goût du vin rouge et de la neige fondue, d'années de solitude et d'une connexion qu'aucun des deux n'avait jamais ressentie. Cette nuit-là, ils ne rentrèrent pas chez eux. Ils restèrent au garage, parlant jusqu'à l'aube, partageant des secrets qu'ils n'avaient jamais dits à personne, construisant les fondations de quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Mais le matin apporta la réalité. Victoria se réveilla avec la panique dans les yeux, la conscience de ce qu'elle avait fait, des conséquences qu'elle devrait affronter. Elle était la propriétaire du garage, il était son employé. Elle était une héritière, il était un mécanicien. Les journaux, les commérages, le jugement d'un monde qui ne comprendrait jamais. Marc vit la peur dans ses yeux et sentit son cœur sombrer. Il savait ce qui allait se passer, il avait déjà vu ce regard. C'était le regard de quelqu'un qui s'apprête à faire le choix sûr plutôt que le bon. Il se leva, s'habilla en silence et lui dit qu'il comprenait, qu'il ne la forcerait jamais à rien, qu'elle pouvait faire comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu. Puis il sortit du garage, la laissant seule avec ses peurs et ses doutes. Les semaines qui suivirent furent un enfer pour tous les deux. Marc travaillait comme toujours, impeccable, professionnel. Mais ses yeux avaient perdu cette lumière qui les avait caractérisés. Victoria l'évitait, se retranchant dans son bureau, ne communiquant que par email et messages. Le garage fonctionnait, les clients étaient satisfaits, mais l'air était devenu lourd, chargé de choses non dites. Ce fut Philippe, le vieux chef mécanicien, qui fit ce que personne d'autre n'osait. Un jour, il entra dans le bureau de Victoria sans frapper, s'assit face à elle sans demander la permission, et lui dit ce qu'il pensait. Il lui dit qu'elle était une imbécile si elle laissait partir un homme comme Marc, par peur de ce que les gens penseraient. Il lui dit que son père, qu'il avait connu pendant 20 ans, n'aurait jamais permis que les conventions sociales l'empêchent d'être heureux. Il lui dit que la vie était trop courte pour la gaspiller à se soucier du jugement des autres. Victoria l'écouta en silence, les larmes coulant sur son visage pour la première fois depuis des années. Philippe avait raison,
Elle le savait. Mais savoir et agir étaient deux choses différentes. Ce soir-là, après la fermeture du garage, Victoria ne rentra pas chez elle. Elle monta dans sa Ferrari et conduisit sans but dans les rues de Paris, puis hors de la ville, puis encore plus loin. Elle se retrouva à Toulouse, devant la maison de retraite où la mère de Marc passait ses jours. Elle ne savait pas pourquoi elle était venue là. Peut-être cherchait-elle des réponses, peut-être cherchait-elle le courage qui lui manquait. Elle entra et demanda à pouvoir rendre visite à Madame Dufresne. Les infirmières la regardèrent étonnées, mais la laissèrent passer. La mère de Marc était une petite femme fragile, avec des yeux qui erraient sans rien reconnaître. Mais quand Victoria s'assit près d'elle et lui prit la main, quelque chose sembla s'allumer dans ce regard perdu. La vieille dame la regarda et sourit. Un sourire doux et inconscient, et murmura quelque chose qui ressemblait à un bienvenu. Victoria resta là pendant des heures, parlant à une femme qui ne pouvait pas comprendre, lui racontant des choses sur son fils, sur combien il était extraordinaire, sur combien elle l'aimait même si elle était terrifiée par cet amour. Et durant ces heures, dans cette chambre silencieuse qui sentait les médicaments et la solitude, elle trouva enfin la réponse qu'elle cherchait. Elle revint à Paris à l'aube. Elle alla directement à l'appartement de Marc, un petit studio en banlieue qu'il avait loué avec ses premiers salaires. Elle frappa à la porte le cœur battant, sans savoir ce qu'elle dirait, sachant seulement qu'elle devait le dire. Marc ouvrit avec les yeux encore ensommeillés et l'expression de quelqu'un qui s'attend à une mauvaise nouvelle. Mais au lieu de mots, Victoria l'embrassa. Elle l'embrassa avec toute la peur et tout le courage qu'elle avait, avec tous les doutes et toutes les certitudes, avec tout ce qu'elle n'avait pas réussi à dire durant ces semaines de silence. Puis elle lui dit qu'elle avait été lâche, qu'elle s'était comportée comme une idiote, qu'elle ne se souciait plus de ce que le monde penserait. Elle lui dit qu'elle voulait être avec lui, officiellement, publiquement, sans se cacher. Elle lui dit qu'elle l'aimait et que cet amour valait plus que n'importe quelle réputation ou convention sociale. 1 an plus tard, le garage Beaumont n'appartenait plus seulement à Victoria. Une nouvelle enseigne brillait au-dessus de l'entrée. Beaumont et Dufresne, voiture de luxe. Marc était devenu associé, non par charité, mais par mérite, ayant fait doubler les bénéfices de l'entreprise grâce à ses compétences et sa vision. Mais l'enseigne la plus importante n'était pas celle au-dessus du garage, c'était celle que Victoria portait à l'annulaire gauche. Une alliance simple, sans diamants ostentatoires, choisie par Marc avec ses économies. Ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie intime, avec les mécaniciens du garage comme témoins, et la mère de Marc présente lors d'un rare moment de lucidité où elle avait reconnu son fils et la femme qui le rendait heureux. Philippe était le témoin de Marc, les larmes coulant sans honte sur son visage marqué par les années. Il avait vu naître cet amour, il l'avait aidé à éclore. Et maintenant il le voyait célébré devant tous. Les journaux en parlèrent, bien sûr. L'héritière qui a épousé son mécanicien, titrait-il, essayant de transformer leur histoire en scandale. Mais Victoria et Marc s'en moquaient. Ils avaient appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque ou à son pédigré, mais à sa bonté, son intégrité, sa capacité d'aimer sans condition. Aujourd'hui, quand les clients entrent au garage Beaumont en Dufresne, ils voient souvent un homme en bleu de travail et une femme élégante, travailler côte à côte sur un moteur. Elle apprend, il enseigne. Ils échangent des regards qui parlent d'une histoire que le monde a essayé d'empêcher, mais que l'amour a fait triompher. Et parfois, quand il croit que personne ne regarde, elle lui tache le nez avec un doigt plein d'huile moteur, et il rit comme il n'avait jamais ri avant de la rencontrer. Car c'est la vérité que Marc a apprise dans ce garage, passant du balai aux moteurs les plus précieux du monde. Peu importe d'où l'on part, ce qui compte, c'est où l'on arrive. Et avec la bonne personne à ses côtés, on peut aller n'importe où. Si cette histoire t'a fait croire que le véritable amour ne connaît pas de barrière, laisse un petit cœur ici-bas pour me le faire savoir. Et si tu veux vraiment soutenir des histoires comme celle-ci, qui parlent de vraies personnes avec de vrais rêves, dans un monde qui oublie souvent ce qui compte vraiment, tu peux laisser un petit « merci » du fond du cœur, via la fonction « super ». Merci ici-bas.
Chaque geste compte, tout comme celui de Marc quand il a décidé de s'approcher de ce moteur au lieu de rester silencieux. Car tu as choisi de rester jusqu'à la fin. Et cela te rend aussi spécial que les protagonistes de cette histoire.